ce qui me fait lever le matin aujourd'hui, c'est tout le système de coaching que j'ai créé à côté, parce que c'est toujours ma passion et que ça me fait kiffer, parce que j'ai fait évoluer ça aussi avec le temps et que je suis tout seul dedans. Donc personne ne peut me dire non, on fait pas comme ça. Et ça change, pour moi, ça change tout. C'est que je veux que ce soit comme ça, c'est tout. C'est ma philosophie à 4000%. Ça évolue en fonction de la personne que je suis, alors que la marque, elle a évolué en fonction du marché, en fonction de sa niche, en fonction des gens qui travaillent à l'intérieur, en fonction de mon associé. Et du coup, moi, je m'y retrouve moins, et c'est là où j'ai commencé à me retirer petit à petit, parce que quand tu t'épanouis plus dans un truc, c'est là où tu commences à rentrer dans une espèce de routine, en fait, si tu veux. Quand tu fais monter une boîte comme ça, après elle grandit, donc t'as des employés, t'as une équipe qui grandit, tu commences à avoir une structure avec des bureaux, et en fait je retombais dans le stigma que je ne veux plus accéder du tout, à savoir le 9 to 5. Donc quand je suis rentré en France l'année dernière, parce que je me suis dit je vais rentrer 3 ans pour qu'on vende la boîte, mais en fait, au bout de 3 mois, je pétais déjà une pile, parce que c'était pas du tout ce que je voulais. Alors que quand j'étais à l'étranger, je bossais comme je l'entendais. Mais vu qu'on avait une équipe qui se développait, j'étais plus présent. Donc c'était très compliqué pour nous de communiquer. Forcément, même s'il y a le remote qui a été bien instauré depuis le Covid, surtout le fait si tout le monde était en remote, ça peut se faire. Mais quand tu as tout le monde dans une même pièce et que tu as un mec qui est pas dedans, il a un retard sur l'information. Et du coup, ça commençait à poser des problèmes. Donc, je me suis dit, je vais rentrer en France. Mais au final, quand je suis rentré dans ce truc où tous les jours, j'allais au bureau, je faisais un 9 to 5, j'ai cru que j'allais me tirer une balle, en fait, parce que c'était pas du tout ce que je voulais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Toute ta liberté que tu t'es créée, parce que moi, le plus important pour moi, c'est la liberté géographique. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout pour moi, ça. Donc là, je repars à l'étranger au mois de novembre. On est aujourd'hui le 19 mai. Mais j'en peux plus. Déjà, c'est clairement pas. Et c'est pour ça que la marque a évolué comme ça. Mais je me dis que c'est pas ce que je veux reproduire à l'heure actuelle. C'est que sur mon système de coaching actuel, ce que je fais là, ça me permet toujours de bosser de l'étranger. Ça me permet de faire ce que je veux. J'ai pas de limite. Je veux pas retomber dans un 9 to 5. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Quentin Randis, coach sportif et co-founder de Sync. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Quentin. Son parcours en Australie qui l'a amené à travailler à Fitness First et à F45, du concept des boutiques gym, de la création de contenu, de comment arriver à développer une marque de compléments alimentaires et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Quentin Randis. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Quentin. Salut Quentin. Salut. Pour démarrer notre échange, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, bien sûr. Alors, moi, c'est Quentin. Je vais avoir 33 ans bientôt. Et je suis coach sportif majoritairement en ligne aujourd'hui. Je dirais même majoritairement, c'est plus qu'en ligne. J'ai commencé évidemment en salle, mais j'ai la particularité de ne jamais avoir coaché en France parce que j'ai fait mes études en fitness en Australie. Ouais, j'ai écouté certains podcasts où tu partageais en Australie, c'est ça? C'est ça, ouais. Sur Et Sydney. ok. Et du coup, le Quentin petit, c'était qui? Passionné Oh, de sport? mec, le Quentin Petit, il était perdu là. En fait, j'ai eu la chance, je dirais, mes parents m'ont mis dans le sport quand j'avais 5 ans. J'avais jamais envie d'y aller. Mais à chaque fois que je revenais du sport, j'étais trop content. Donc au final, petit à petit, ça s'est fait que j'ai eu une routine sportive où j'avais pas vraiment le choix, mais ça l'a fait. Jusqu'à à peu près 12-13 ans. Ouais, 13 ans, parce qu'en fait, à partir de là, j'ai malheureusement perdu mon père.
Donc, tu perds un peu tous tes repères, surtout quand tu es dans une période préadolescente. Et là, j'ai complètement lâché le sport et c'est un de mes grands regrets. De 13 à 20 ans, j'ai pas fait de sport. Donc, c'était pas incroyable. J'étais pas prédestiné à être coach et encore moins à avoir un physique athlétique et tout ça, tout ça. Et donc, ça a mis, ouais, j'ai eu, je crois, une période de vide d'à peu près 9 ans. En fait, je passais de 8 à 13 ans, je faisais du foot, moi, à l'époque. Donc, j'ai commencé. C'est vrai que je rebondis sur un truc là-dessus. Quand tu y penses à l'heure d'aujourd'hui, en ayant 32 ans, je me dis, putain, si j'avais fait par exemple de la gymnastique, je me serais donné des prérequis de ouf. Enfin, je serais devenu un athlète très rapidement, ça aurait été très cool. Mais à cet âge-là, quand tu es gamin et que tu joues dans la cour de récré, bah, c'est surtout en France, c'est le foot. Je joue au football, tu fais ça. Et j'étais plutôt bon. On voulait m'envoyer en détection, sauf que bah, quand j'ai perdu mon père, tu perds tout. J'ai arrêté le foot. J'ai fait un an, crois-le ou non, de ping-pong. Tennis de table, ce qui allait pas du tout avec qui je suis et ni même qui j'étais. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Après, j'ai fait un peu de sport, mais à pas grande dose. Quand je dis j'ai pas fait de sport du tout, c'est vrai que c'est faux en fait, parce qu'après j'ai fait 2 ans de hockey, mais sans grandes ambitions, pas avec la même hargne qu'auparavant. Et c'est vrai que c'était un peu mou. Je faisais 1 ou 2 ans, j'arrêtais. Après, je suis rentré dans les arts martiaux parce que tu rentres dans une période où tu es adolescent slash étudiant, où tu as perdu tes repères, tu n'as pas de modèle masculin, donc tu te fais un peu, comment on peut dire ça, bullied, comment tu dirais ça en français, tu te fais un peu pousser, Ouais. comment tu peux dire ça? Tu te fais emmerder, tu sais, dans la cour de récré parce que j'étais tout maigre, tout petit et j'ai grandi très tard. Et c'est vrai que ouais, j'ai grandi, j'avais 17-18 ans, quoi. Donc en fait, et enfin, je suis pas très grand, je fais 1m78, mais avant ça, j'étais petit, vraisemblablement vraiment petit. Et du coup, bah, tu te fais emmerder et t'es une cible facile. Et c'est là où j'ai commencé les arts martiaux pour savoir me défendre un petit peu. Et c'est que quand j'ai commencé le football américain à l'âge de 20 ans que tout a changé, parce que c'était un sport sur lequel j'avais besoin d'être musclé, quoi, si tu veux. Donc, au final, il fallait que je commence à aller au gym, à me renforcer pour pas me faire éclater sur le terrain. Donc, à la base, l'objectif était ni esthétique ni physique. C'était, s'il vous plaît, ne me détruisez pas sur le terrain. Je vais essayer de paquer un petit peu de muscle. Ok. Et à cette époque-là, tu étais à l'étranger. Comment s'est passé cette Non. Donc, Non. à l'époque, si tu veux donner un peu de background, mon père était acteur aux États-Unis. Enfin, du moins, il a essayé de l'être. Et je l'admire beaucoup pour ça, parce que forcément, de partir à Los Angeles, il y a quoi, 25 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas de WhatsApp, tu ne pouvais pas t'appeler quand tu voulais. Donc lui, il disparaissait complètement de la circulation pendant 3 ou 6 mois et il t'appelait une fois de temps en temps via une cabine téléphonique. C'était assez Ok. ouf, hein. Du coup, c'était pas du tout le même monde qu'aujourd'hui. Tu pouvais pas te tenir au courant sur WhatsApp. Ouais, tu m'envoies un WhatsApp quand tu es arrivé, quoi. C'était pas possible. Mais du coup, ça a laissé une espèce de mystère dans cette vie. Et j'ai perdu le fil parce que je te disais, merde, tu peux répéter la question? Oui, oui, oui. Je Je te suis posais la parti question de super loin. savoir quand est-ce que tu étais parti à l'étranger et tu étais Yes, parti sur voilà, le fait que. excuse-moi, c'était ça la question de départ. Je me suis dit: «Pourquoi est-ce que je parle de mon père qui est aux États-Unis?» En fait, il m'a donné un petit peu ce goût-là. Mais donc quand il rentrait, il me ramenait des trucs de Los Angeles qui étaient dingues forcément pour le marché français. C'était: «Putain, ce mec est un alien» et il me parlait souvent d'Universal, tu sais, les parcs studios, enfin de fou quoi là-bas et T'as il me jamais eu disait un l'occasion jour d'y aller du coup. bah, en fait, l'année dernière. Et Ok. pour la première fois. Donc, tu vois, j'avais 31 ans. Et avant ça, jamais. Et à chaque fois qu'il revenait, il me disait: «Je t'emmènerai là-bas, je te montrerai, c'est un truc de ouf», tout ça. Et bah, décédé quand j'avais 13 ans. Donc, en fait, ça m'a laissé une espèce de vide énorme. Donc, tu vois, tu as plein de gens qui n'ont jamais eu cette envie de partir à l'étranger. Mais moi, je savais déjà, dès que j'étais gosse, qu'il fallait que je le fasse parce que ben, je voulais un peu marcher dans ses pas et voir ce que lui le rendait si heureux à cette époque-là. Et forcément, quand tu ne l'as pas vu, tu ne peux pas comprendre. Tout ce que je pouvais voir, c'était bah, l'entrain qu'il avait quand il rentrait en France et qu'il se mettait à parler anglais avec un accent américain parfait. Et que, tu sais, quand quelqu'un parle une autre langue, tu as l'impression que c'est une autre personne tout de suite. Donc, ça Mhm. m'avait donné ce truc. Putain, c'est incroyable, c'est trop cool, surtout quand t'es gosse et qu'en France, on a cette fermeture face à l'étranger, enfin du moins à cette époque, qui était plus prononcée, d'autant que tout le cinéma était doublé en français. Donc en fait, on n'entendait jamais d'anglais dans la vie de tous les jours, si tu veux, en France. Et aujourd'hui, un petit peu plus, de par cette ouverture des frontières, mais à cette époque-là, il y avait que lui, en fait, et tu l'entends parler une langue qui pour toi est une langue alien, et tu fais, putain, mais c'est quoi ce truc? Je trouvais ça stylé en plus.
parce qu'il avait vraiment cet accent. Tu sais pourquoi, comment ça se fait qu'il est parti du coup il y a 25 ans en arrière aux États-Unis? Enfin, ça a été quoi son déclic? C'est Tu as difficile réussi à à lui dire. Je sais poser la que question? Tu sais pas? bah, j'étais malheureusement pas assez Ouais. âgé. J'avais que 13 ans, tu vois, quand il est Ah oui. parti. Mais il faisait du body. Donc lui était dans le fitness déjà aussi. Il avait Ok. ouvert une salle de sport quand j'étais gosse. C'est dommage parce que du coup, j'ai jamais pu voir tout ça. C'est ma mère qui me raconte tout ça et je me dis putain, tu vois, il y a un de mes, enfin c'est pas un regret, c'est forcément une chose que j'aurais aimé qu'il se passe, c'est faire une séance d'entraînement avec lui. Hmm. Parce que si j'avais su que ma vie allait tourner dans le fitness, et lui il était dans le fitness, mais on s'est croisés en fait. Tu vois, c'est ça qui est C'est dommage. quand même, c'est quand même la vie de fois, c'est assez. Quand je t'écoute, le parallèle, ton papa avait monté un club de gym, toi maintenant tu es dans Hmm, le fitness, c'est c'est fou ouf. quoi. C'est fou. Ouais, c'était pas du tout prédestiné, parce qu'en plus de ça, à l'époque où il m'emmenait avec lui à la salle de sport, où moi j'avais peut-être 11 12 ans, donc forcément tu le regardes faire. Et je disais, ah, j'aimerais faire de la muscu. Et à l'époque, ma mère me disait, ah, tu t'inscriras pas avant 18 ans parce que ça arrête la croissance et machin, toutes ces conneries de l'époque. Et de toute façon, bah, il était déjà parti. J'ai jamais fait de. Enfin, j'ai fait une pseudo-séance, je me souviens quand j'avais 11 ans, peut-être avec lui, un truc, mais bon, c'était. Voilà. C'était pas. Mais voilà, mais du coup, ça m'a donné ce manque, en fait, de dire, de me poser les questions, du moins. De me dire qu'est-ce qui fait qu'il est parti là-bas, qu'est-ce qui le poussait à vouloir y retourner sans arrêt, parce qu'il était fan d'Arnold Schwarzenegger en plus de ça, puis il l'avait rencontré Mhm. là-bas et il avait eu un autographe de lui sur un papier, je me souviens, je l'ai toujours, l'autographe est long comme ça, tu vois, c'est mais Schwarzenegger et il l'avait rencontré, je me souviens que bah, du coup il avait des étoiles dans les yeux, quoi, et il avait envie de faire sa vie là-bas. Et quand j'avais 11 12 ans, après, il a complètement abandonné parce que ça fonctionnait pas et que c'était très, très dur de devenir acteur là-bas. Et ça l'est toujours, si ce n'est plus dur aujourd'hui, étant donné la concurrence qu'il y a. Mais ça m'a toujours donné envie. Mais du coup, je suis quand même pas sorti de cette zone avant mes 22 ans. Ouais, en fait, ça a été ça. Je me suis un peu perdu. J'avais pas de modèle masculin, du coup, parce que je suis l'aîné de deux frères. Et Ok. de mes 13 ans, donc tu es complètement perdu, forcément, tu fais tes études, Mhm. mais tu sais pas vraiment où aller. Je sais que l'anglais était la seule matière où je savais pourquoi j'y allais, tu vois. Toutes les Ok. autres matières, je m'asseyais derrière un bureau et je savais pas pourquoi j'étais là. J'étais rentré dans le moule, il faut faire comme ça, et je savais pas que tu pouvais sortir de ça et faire un peu ce que tu veux. Et je rentrais simplement là où le système voulait que j'aille. Et il y avait que l'anglais qui me parlait à moi et que j'étais premier de la classe et que je prenais du plaisir à y aller. Et je me suis dit, putain, ça va me servir, ça va me servir. Contrairement à tous les autres qui n'avaient pas mon vécu et du coup qui n'en avaient rien à branler de l'anglais, qui pour eux, c'était un truc qui n'allait jamais leur servir. Mais pour moi, je savais au fond de moi que ça allait me servir. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis orienté petit à petit vers des études internationales. Et je suis rentré donc en licence pro bachelor développement commercial international, et j'avais pas le choix que de faire un stage à l'étranger de 6 mois quand j'avais 22 ans. Et c'est là où je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et je suis parti avec rien, avec un prêt étudiant à New York City à 22 ans, et pendant 6 Ok. mois. Et ça a changé ma vie. Ça a été la meilleure décision de toute ma vie parce que quand je suis rentré de là-bas, Tu voulais il y repartir a un quoi. Quentin il y a un Quentin qui est resté et un nouveau qui est venu en fait. C'est plus la même personne qui est revenue. Mon mindset a complètement changé. Je me suis dit en fait là, je commence à comprendre pourquoi est-ce qu'il voulait absolument aller aux États-Unis, faire ci, faire ça. Et ça a ouvert mon esprit à de nouveaux horizons, si tu veux. Et du C'est coup, quoi qui t'a tout le a plus frappé du basculé. coup? Là-bas, bah, quand je suis arrivé, déjà, c'était laissé à toi-même. Tu es tout seul. Il n'y a personne pour t'aider. Il y a personne Tu dois prendre responsabilité de ta vie quand tu es là-bas. Et tu n'as pas d'autre choix. C'est marche ou crève, quoi. Et quelque part, ça m'a donné ce stimulus dont j'avais besoin pour avancer, sans quoi je me reposais un peu sur mes lauriers, parce que quand tu es en France, tu sais que bah, tu peux dormir chez maman, tu es tranquille. Et là-bas, j'avais pas vraiment le choix que de me bouger le cul. J'avais fait un prêt étudiant qui me payait pas grand-chose. J'étais dans une auberge de jeunesse au milieu du ghetto de Brooklyn. On était 5 par chambre, mais ça a été la meilleure expérience de toute ma vie à cette époque. Et j'ai rencontré des gens du monde entier. C'est là où ton esprit commence à s'ouvrir, parce que tu rencontres d'un coup, il y a un Japonais qui vient là, un Singapourien, un Brésilien, machin. Tu te dis, mais en fait, c'est le monde, il est beaucoup plus grand que ce que j'en avais l'impression au départ. Parce que même quand on me parlait de New York, pour moi, c'était juste les vacances ou les films, tu vois, ceux que tu vois à la télé, tu vois les Times Square, etc. Mais quand tu vis là-bas,
c'est là où tu t'aperçois de la grandeur du monde et qu'il il faut pas rester cantonné à son petit village là où on est né, parce que je suis pas né dans une grande ville. Et c'est vrai que ça a fait mouche pour moi. Et c'était surtout cette ouverture au niveau du fitness. Tout était super développé. Il y avait, je commençais à m'intéresser aux compléments alimentaires à l'époque, la protéine, tout ça, je comprenais pas trop. Déjà en France, c'était oulala, c'est du dopage, machin, enfin tu connais. Et il y avait les boutiques GNC, donc je passais mes journées là-bas en fait, et je discutais avec le mec, je voulais en apprendre plus, je disais, c'est trop cool, et j'allais au gym. Le gym, les mecs étaient déter, c'était autre chose, ça me coûtait 10 $ par mois en plus, c'était pas cher, c'était Planet Fitness parce que c'était tout ce que je pouvais me payer tous les mois. Mais j'avais cette envie d'y aller. J'y allais, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. D'ailleurs, à New York, il y a souvent des tempêtes de neige l'hiver. Et tout le monde restait cloîtré à l'appartement. Et je dis, ben moi, il faut que j'aille au gym, quoi. C'est comme ça. Et j'y suis allé sous la neige. La tempête était tellement forte que quand je suis arrivé devant le gym, parce qu'il fallait que je prenne le métro en plus pour y aller, hein, donc c'était pas à côté. J'arrive devant le gym, il y a un mec qui est derrière la vitre, il me dit mais gros on est fermé, il y a un blizzard machin, donc j'ai pas pu m'entraîner en plus. Ça a été rentre chez toi. Mais ouais, c'est devenu une passion comme ça en fait, le fitness. Je suis rentré dedans juste après, donc j'avais commencé le foot américain un an avant en France, et j'ai eu la chance, vraiment la chance d'être, malgré le fait de jouer dans une petite ville, d'avoir eu un coach import. Donc, on avait un coach de Floride, donc un Américain, un black vraiment ghetto, qui parlait pas un mot de français, et ça m'a mis en plein dedans. Moi, j'étais le plus heureux. Quand j'allais à l'entraînement, je ne loupais pas un entraînement. Je faisais même de la muscu à côté de l'entraînement avec lui, parce que je voulais m'immerser dans le truc à 4000%. Et c'est ce qui a donné cette passion pour moi, pour l'anglais, l'approche américaine, dont le foot américain, forcément. Et dès que je suis parti à New York, tout a changé dans ma vie. Et du coup, comment s'est fait le switch en te disant, tiens, bah, peut-être que ça pourrait devenir un plan de carrière intéressant, le fitness et tout ce qui gravite autour du fitness? Yes, bah ça j'ai un exemple très concret. Ça s'est passé donc à l'époque il y avait aussi l'épopée du street workout, surtout dans le ghetto où les mecs se payaient pas une salle de sport tous les mois, ils s'entraînaient au bar, pareil l'hiver ou l'été. Et je m'entraînais souvent avec des gros blacks là-bas c'était énorme en vrai, hein. C'était les Bar Stars, les trucs à l'époque. C'était très très bon souvenir, et je me souviens que, il y avait aucun racisme d'ailleurs envers moi parce que j'étais le seul blanc avec eux, mais ils me kiffaient. C'était un Français qui vient s'entraîner avec nous, c'est cool, tu vois. C'est pareil, j'ai joué au foot américain là-bas, j'étais le seul blanc de l'équipe de Brooklyn, et ils étaient hyper reconnaissants que je vienne de France pour jouer avec eux. L'approche était trop différente, et en fait quand je m'entraînais au gym à côté de ça, il y a des mecs qui me demandaient des conseils parce que j'avais une shape relativement sèche. J'étais pas dégueu, pourtant je savais pas m'entraîner, hein. C'est juste que j'enchaînais et que j'étais régulier à la salle. J'avais pas le meilleur physique, mais je faisais déjà super attention à ma diète, et j'avais un bon ratio poids-force. Du coup, je savais faire des muscle-up, des trucs comme ça, parce que je faisais du street. Et du coup, à la salle, ça perçait un peu les yeux. Tu as des gens qui disaient, oh putain, un mec il fait des muscle-up là, et ça me demandait conseil. Il y en avait qui pensaient que j'étais un combattant MMA. Et du coup, je donnais de plus en plus de conseils. Je me suis dit, en fait, c'est cool, j'aime bien faire ça. Je sentais une certaine gratification, et qu'on vienne me consulter pour ça. J'étais super content d'aider les autres. Si ça pouvait refaire leur journée, ça refaisait la mienne, quoi. Et après, j'en discutais avec les gars où je vivais à l'auberge de jeunesse à New York, à Brooklyn, à Bed-Stuy exactement. Et en fait, le mec qui avait organisé cette fameuse auberge de jeunesse, c'était un mec qui avait fait ses études à Florida State University, FSU, et ils étaient plusieurs. Et il me disait, mais bon, en fait, toi, tu devrais être un celebrity trainer, il faudrait que tu ailles bosser en Floride, tu devrais aller checker Miami et faire carrière là-bas. Et forcément, on te dit ça, tu penses pas à toutes les barrières qui vont se poser quand tu vas essayer de faire ça. Ça te fait rêver tout de suite. Tu te dis, mais en fait, carrément, c'est exactement ce qu'il faut que je fasse. J'étais jamais allé en Floride, mais je vais devenir celebrity trainer à Miami. Et à l'époque, il y avait ce mec, comment il s'appelle? Il y a un celebrity trainer français qui est là-bas depuis des années à Miami, qui entraînait Booba. C'est pas Joël. Merde. Joël. T-trainer, non, c'était un T. Un grand mec, bien sous stéro, avec une casquette. T-Nice. Ce mec, je sais pas si ça te parle, ça fait longtemps que je suis pas retombé sur son compte. Et je commençais à regarder ce qu'il fait à cette époque, et je me souviens, je suis putain, mais lui, il a réussi. Je sais pas le parcours qu'il a eu, et je pense qu'il s'est sorti les doigts, et bien lui en face. Bien beau travail. Et du coup, je me suis intéressé à ça petit à petit, et je me suis dit, je devrais peut-être faire carrière éventuellement là-dedans.
Et sauf que derrière, quand tu t'aperçois à quel point c'est compliqué au niveau des visas pour les États-Unis de revenir, quand je suis rentré en France après les 6 mois, tout de suite, il fallait me retourner et me dire, maintenant, tu veux faire carrière dans le fitness, tu sais ce que tu veux faire. Donc, j'ai gradué mon bachelor, mais je voulais plus faire du développement commercial, machin, je voulais être coach. Mais je voulais pas être coach en France. Du coup, c'était aussi clair, c'était limpide, c'était maintenant, tu as expérimenté ça. Pour moi, c'était plus possible de vivre en France après l'ouverture d'esprit que j'avais vue, d'autant que moi, je suis de Chambéry en Savoie, il y a pas, c'est une belle région, tu vois, mais comme je disais, si tu l'as pas vécu, tu peux pas comprendre pourquoi est-ce que mon esprit, il est beaucoup trop grand pour vivre ici. Et sans prétention, hein, bien entendu, c'est juste une question de vécu. Quand tu as vécu au centre de New York comme ça, pas juste aller en vacances, tout change dans ta tête. Et quand on me disait forcément, tu peux devenir celebrity trainer à Miami, bah, ton esprit s'arrête pas. Tu n'as plus vraiment les limitations que tu te posais auparavant. Et de là, ce que j'ai fait, j'ai commencé à chercher comment devenir coach. Donc, il y avait le fameux diplôme NASM aux États-Unis, sauf qu'il ne me permettait pas de travailler aux États-Unis. Donc, c'était très compliqué. Et je me suis dit, OK, il va falloir créer un plan de bataille pour accumuler de l'expérience dans le fitness pour qu'aux États-Unis, je puisse avoir un visa de par mon expérience. Et donc, de là, j'ai commencé à chercher les autres pays anglo-saxons qui me proposeraient un visa plus facilement atteignable et une carrière dans le fitness. Donc, il y avait le Canada qui était juste à côté et il y avait l'Australie, en tout cas, qui m'intéressait. Je voulais pas rester en Europe. Donc, l'Angleterre, je regardais même pas. Et en fait, ce qui a fait ma décision, c'est le climat. Du coup, Toronto, c'était -40 l'hiver. Sydney, c'était plus ou moins 20, 30 toute l'année. J'ai fait, bon, ça va être réglé. Et c'est là où je suis parti vivre à Sydney et où je suis resté 2 ans et demi et j'ai fait carrière dans le fitness, en fait. Donc, j'ai fait l'équivalent d'un BPJEPS là-bas et après, j'ai continué à me former. J'ai bossé dans des grosses boîtes là-bas et c'est ce qui a fait que ça m'a Donc tu lancé arrives sur… en Australie, tu connais personne et tu démarres justement un cursus dans le fitness, c'est ça? Exactement. Je ne connais personne et en fait, j'avais pas du tout l'appréhension parce que j'avais fait déjà le gros du travail qui était de partir à New York tout seul. Parce que New York, quand je suis arrivé le premier soir, il faisait -20 degrés. Je suis arrivé au mois de janvier. J'ai eu le plus gros blues de toute ma vie. Je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Tu te retrouves dans un environnement dans lequel tu n'es pas du tout familier. En fait, tu n'as aucun repère. Tu reconnais rien. Tu passes d'un confort chez maman avec ta chambre tout seul dans une maison à là, je suis dans un hostel à New York, enfin Brooklyn, dans le ghetto. Il neige, on est 5 dans la même chambre, c'est que des petits lits. On a 2 salles de bain pour 10. Tu te dis, mais qu'est-ce que je suis venu foutre là, en fait? Mais c'est la beauté de l'inconfort, hein, parce que du coup, après, derrière, ta vie, elle devient tout de suite beaucoup plus facile une fois que tu t'es habitué à tout ça. Et c'est vrai que tu vois, des fois, pour faire un parallèle avec le service militaire, qui est plus obligatoire, j'aurais aimé le faire. Parce que je pense que ça t'amène tellement dans l'inconfort qu'après, tu sors de là et tu profites un peu plus de la vie dans le sens où tu es un peu plus reconnaissant. Tu es moins ingrat face au confort qui peut être offert. Et ça, c'est assez ouf. Et du coup, ouais, je pars en Australie et je ne connais personne. Et à l'époque, en fait, j'avais eu un pote qui s'est greffé au voyage avec moi, un gars avec qui j'étais au lycée, qui a vu, puisque à l'époque, il n'y avait pas d'Instagram, tu postais sur Facebook tous tes trucs. Et je disais, je vais partir en Australie. J'avais fait un message comme ça. Je vais partir en Australie telle date. Et ce mec, on était amis sur Facebook, mais on se connaissait, on avait fait juste 1 an ensemble. Et il se joint au voyage. Au début, j'étais moyen chaud parce que je fais bon, écoute, moi j'ai mon projet, j'ai mon truc, on se connaît pas trop, mais c'est devenu un super pote et aujourd'hui c'est comme un frère, tu vois, parce qu'on a vécu ensemble en Australie et lui vit en Angleterre maintenant et c'est super cool. Et mais du coup, je pars quand même dans mon truc, surtout que lui, je pouvais pas dépendre de lui dans tous les cas, c'était plutôt lui qui dépendait de moi parce qu'il ne parlait pas un mot d'anglais. Donc moi, déjà, j'étais hyper confort dans l'avion, je savais tout comment ça allait se passer parce que j'avais déjà tout fait. Donc c'est aussi le fait d'accumuler les expériences, ça devient de plus en plus simple. Et quand tu arrives à Sydney, déjà qui est une ville très chère, j'avais un plan de bataille, c'était de commencer le BPJEPS, entre guillemets, l'équivalent 10 jours à peine après être arrivé. Donc je savais qu'il fallait que je trouve un appartement long terme directement. J'avais 1 semaine pour tout trouver. Je m'étais vraiment sorti les doigts. Et dès le 2e jour, je trouve exactement le gym où j'ai envie de bosser. Et je ne me suis pas laissé abattre parce qu'on était dans la rue. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est Pitt Street Mall. C'est vraiment le cœur de Sydney, là où il y a les centres commerciaux en centre-ville. Pardon. Et il y a un gym qui vient d'ouvrir. Il s'appelle Fitness First The Zone. Et en fait, Fitness First, c'est une chaîne énorme qui est anglaise, mais qui tourne du coup de ouf pas aux États-Unis, en Australie. D'ailleurs, pour l'aparté, ils ont essayé de venir en France, mais le marché était clairement pas prêt.
Pourtant, ça marche en Angleterre. Putain, mais pourquoi je dis Angleterre? Allemagne, pardon. Et en Australie, du coup, c'était extrêmement présent. Et là, ils font des mecs t'as des salesmen qui sont dehors, qui donnent des prospectus à tout le monde, ça fait du bruit, machin, cool. Et j'ai mon pote avec qui je suis parti qui me dit, bah viens, on va checker. Je suis, mais c'est bon, on vient d'arriver, on a le temps. Et d'ailleurs, heureusement qu'il était là, d'ailleurs, parce que moi, j'aurais juste passé mon chemin. Et il me dit, non, non, viens, on va voir, c'est peut-être un super gym. Et au final, en effet, c'était un gym de ouf. Donc, tu descendais à l'intérieur, c'était ce qu'on appelle, c'était le commencement de l'entraînement dit fonctionnel, qui ne veut pas dire grand-chose, mais c'était le truc, s'entraîner sans machine, s'entraîner comme un athlète. Du coup, tu avais des anneaux, tu avais des TRX, tu avais des barres. C'était un peu aussi le commencement du CrossFit, le cross-training. Et il y avait à l'entrée ce qu'on appelle un sled, tu sais, les traîneaux. Et ça n'existait pas en France avant. C'était introuvable. Moi, je connaissais de par le football américain, parce qu'il y avait beaucoup d'athlètes qui s'entraînaient avec ça. Et du coup, ça m'a fait kiffer tout de suite. Je me suis dit, putain, j'ai envie de bosser là. C'est ici qu'il faut absolument que je travaille. Et j'ai pas lâché le morceau. J'ai pris un abonnement déjà en tant que client. Et c'est à partir de là où je les ai harcelés tous les jours. Tous les jours. Je leur ai dit, regardez, je suis français, je viens d'arriver, j'ai un peu d'expérience. Je suis en train de passer ma formation. Je veux travailler ici. Et je les ai emmerdés, je les ai emmerdés, je les ai emmerdés. Et en fait, c'est devenu tellement une obsession que j'ai même pas posé le moindre CV ailleurs. Juste chez eux, je faisais toujours la comparaison de OK, tu peux trouver 50 spots où bosser, poser un CV par spot et espérer qu'il y en ait un qui te rappelle. Ou alors, tu trouves un spot et tu poses 50 CV dans ce même spot. Et ça a marché. Et c'est ce que j'ai fait. Et ils ont fini par craquer, en fait. Tout le staff a commencé à parler au management au-dessus. Il y a un Français qui nous casse les couilles. Il fait quelque chose pour lui ou regarde ce qu'il peut apporter parce qu'il nous fait chier, qu'on ne sait pas quoi lui dire. Et au final, ça a marché et j'ai été recruté chez eux. Ok. Et là, ça a mis combien de temps cette période-là? Ça a mis même pas un mois parce que Ah oui. j'avais pas terminé le BPGEPS. Enfin, en fait, c'était en 2 parties. C'était certification 3 et 4. Et eux, là-bas, ils ont la possibilité de faire des processus en accéléré. Et ce qui fait que la première partie était très rapide. Peut-être en 1 ou 2 mois, tu la pliais. Après, tu avais la deuxième. Et vu que j'étais en train de la faire, il me disait, bah, écoute, dès que tu es bon, nous, on peut te recruter parce que tu avais une partie qui te permettait d'être gym instructor. Donc, en fait, d'être sur le floor et de donner des groupes classes, mais pas du Les Mills parce que ça n'avait rien à voir. En fait, à cette époque, en France, je crois qu'il y avait que des trucs comme ça où le coach fait la classe en même temps. Se fatigue en même temps. Nous, c'était pas ça. C'était un peu un bootcamp où tu gueules au milieu de tout le monde et tu fais faire plein d'ateliers à des gens, mais tu faisais pas la classe toi-même. C'était quand même fatigant, mais c'était pas, voilà, tu devais pas faire les squats en même temps, etc., etc. Et après, tu avais le training après. Après, voilà, tu avais la certification 4 qui te permettait de faire du PT, du personal training. Mais vu que ce gym-là, c'était un gym test, parce que les Fitness First, il y en avait partout, mais Fitness First de zone, il n'y en avait qu'un seul. C'était un test. Donc, en fait, il n'y avait que des fitness instructeurs qui étaient là pour faire toutes ces mini small group class, ils appelaient. Okay. Et tu pouvais le faire sans la certification personal training à proprement parler, qui, elle, était vraiment spécifiée pour du 101 que tu faisais payer vachement plus cher. Okay. Et ils me permettent de faire ça. Et ça commence comme ça. Je suis arrivé le 22 novembre 2013 là-bas. Et j'avais un job début février, en fait. Donc, ça a été extrêmement rapide. Et tant mieux d'ailleurs, parce que je ne pouvais pas vivre sur des économies si longtemps. Donc, c'était encore le prêt étudiant à cette époque-là, d'ailleurs. J'avais fait un prêt étudiant pas très balèze en plus. Il m'avait fait tenir les 6 mois de New York. Après, j'ai travaillé l'été pour rembourser un peu. Et après, ça a été comme ça. Ça a été intense, ouais. Et c'est quoi les enseignements que tu en tires du coup de cette première expérience dans un fitness un peu hybride du coup, mais ça devait être justement très intéressant. Ah, c'était extrêmement intéressant parce que ça a complètement changé ma perception de l'entraînement déjà à l'époque parce que aujourd'hui, tu as de tout sur les réseaux sociaux et à l'époque, tu n'avais rien parce que c'était le tout commencement de YouTube, Instagram. Le YouTube français, je ne regardais pas du tout. Du coup, j'étais très sensible à tout ce qui se faisait aux États-Unis. Donc, pour moi, je ne sais pas si ça te parle, toi, des mecs comme Mark Fit, le Canadien qui faisait son contenu en anglais déjà à l'époque. Je regardais que lui tout le temps. Il avait un super physique en plus, donc c'était mon idole absolue.
Il y avait des gars comme Steve Cook, et encore, Steve Cook, c'était de la compète, c'était même pas, il faisait pas trop de YouTube déjà à cette époque-là. Mais il y avait des mecs, ouais, Christian Guzman, etc. Mais en France, bah, c'était l'époque où Thibaut InShape a commencé, mais ça m'intéressait pas du tout, parce que l'approche était complètement différente. En France, c'était très muscu, quoi. Il n'y avait pas encore tout ce qui venait en fait, de l'étranger. Et c'est vrai qu'en Australie, moi, tout de suite, bah, j'ai complètement stoppé de regarder quoi que ce soit, tout ce qui se passait sur le marché français, parce que ça, pour moi, j'en avais plus l'intérêt. Je ne voulais pas vivre en France dans tous les cas. Et d'ailleurs, ça me pose une réflexion aujourd'hui de est-ce que j'ai bien fait de rentrer en France et de switcher mon contenu en français, tu vois. Potentiellement, j'aurais peut-être dû rester en full English et puis voilà. Mais bon, c'est les circonstances de la vie ont fait que. Mais ça m'a appris énormément de choses. Puis déjà, la résilience de faire que quand tu as un job en France, c'était complètement différent. Tu as 10 millions de processus d'interview. Derrière, une fois que tu as ton job, tu es stable. Là, non. Là, tu pouvais te faire virer du jour au lendemain, mais tu te faisais recruter aussi beaucoup plus facilement. Ce qui fait qu'en fait, il fallait montrer que tu avais faim. Et au plus tu montrais que tu avais faim, et au plus eux, ils te valorisaient, parce que en fait, c'est là où je me suis rendu compte que eux, ton CV, ils en avaient rien à branler. Et ça, c'était incroyable, et j'ai adoré ça. Et depuis, bah, j'ai complètement arrêté de faire des CV, parce que je me suis dit, en fait, je comprends que eux, ils valorisent les compétences et l'envie, de ton besoin de croissance, de voir ton ambition, en fait, tout simplement. S'ils voient que tu es ambitieux et que tu as envie de grandir dans l'entreprise, ils vont vraiment te mettre en avant. Tu vois, un peu plus tard, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tellement bien bossé qu'ils ont voulu me faire step up au niveau management, mais je ne pouvais pas, parce que j'avais pas le visa qu'il fallait. J'avais un visa encore, comment on appelle ça, WHV, donc le Working Holiday, qui permettait pas de te donner l'accès à une position long terme dans le management. Qu'est-ce qu'il fallait faire après? Bah, il fallait que je sois sponsorisé, mais Fitness First ne sponsorisait pas. Enfin, c'était un bordel pas possible. Et ce qui m'a contraint après à prendre un autre job dans une autre entreprise, chez F45 Training. Je ne sais pas si ça te parle. Yes, bah oui. Ouais, donc l'arrivée des boutiques gym, parce que F45, ça date de. C'est pas non plus. L'univers des boutiques gym, c'est assez récent dans le fitness. C'était en quelle année du coup? C'était en 2014, parce que c'est exactement le bon terme, c'est les boutiques gym. C'était complètement différent d'un Fitness First du coup. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais juste très curieux, et je voyais que F45 cartonnait partout, et ils en faisaient beaucoup la pub, parce que c'est ce qui a permis, ça a été mis en lumière grâce à Hugh Jackman, parce que le fondateur de F45, il préparait Hugh Jackman pour ses rôles dans Wolverine dans un F45. Et du coup, forcément, bah, ils ont utilisé ça comme une pub monstrueuse. Ils ont franchisé le modèle. Tous les gens pouvaient acheter un business model, enfin une franchise extrêmement facilement, c'était pas très cher, et être rentable relativement vite aussi. Donc ça a popé de partout. Et bah, à l'époque, je pense que le management était un peu mieux foutu, parce que c'est devenu de la merde à l'heure d'aujourd'hui et c'est en train de couler. Mais c'était incroyable, la croissance. Et je me suis dit, putain, ça m'intéresse, quoi. Et à l'époque, pour prolonger mon visa, parce que ce qui se passe avec ça, c'est extrêmement intéressant de savoir, parce que je ne le savais pas, c'est qu'avec un visa Working Holiday, tu ne peux travailler chez le même employeur que 6 mois. Tu ne peux pas faire tes 12 mois là-bas. Et ça, je ne le savais pas. Et je me suis dit, quand ils ont voulu me recruter, c'est la barrière qu'ils m'ont posée, et j'avais pas de réponse. J'ai dit, en fait, merde, je ne savais pas. Mais j'ai inventé un truc sur le tas pour être recruté. J'ai dit, eh ben, je ferai un visa étudiant pour pouvoir prolonger. Et au final, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai commencé à prendre des cours de Fitness Facility Management, donc en fait, de management de complexes sportifs, quoi. Du coup, j'étais limité en termes de nombre d'heures par semaine de travail, donc c'était un peu plus tight au niveau du budget. Mais ce que ça m'a apporté là-dedans, c'est qu'à travers ce cursus, j'avais un projet à faire, un projet fictif de gym, établir un business model, etc. C'était super intéressant. Et je me suis intéressé à F45, et je me suis dit, si je reproduisais ça. Et pour en savoir plus sur leur modèle, je les ai contactés. J'ai contacté Head Office, donc qui est en plus à Sydney, donc c'est bien parce que ça vient de Sydney. Et ils m'ont répondu très vite en me disant, bah, viens nous voir au Head Office et on en discute. Bah, cool. Pour moi, c'était à 20 minutes de bus, donc c'est parti. J'y vais et je m'assois là-bas. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils me parlent un petit peu du business model, mais surtout, au-delà de ça, ils me proposent un job. Et c'est ça qui était assez inattendu. Et ce que j'aime beaucoup avec l'anglo-saxon, c'est que tu peux avoir des opportunités comme ça et tu t'y attends pas. C'est pas en France que tu verrais ça. Et ça m'a toujours, waouh, ça m'a ébahi. C'était incroyable, parce que
il avait en tête de nouveaux franchisés qui avaient acheté des franchises, mais qui n'étaient pas dans le milieu du fitness. Donc, en fait, c'est des mecs, la plupart du temps, c'est des businessmen. Investisseurs. Voilà, c'est des investisseurs. Ils payent une franchise, mais derrière, ils payent des traîneurs pour runner le studio. Et du coup, il me dit, bah là, il y a des mecs qui viennent d'acheter un truc, ils ont ouvert là-bas à telle adresse, et en plus, c'était à 20 minutes à pied de chez moi, donc c'était largement faisable. Et il me dit, je vais te mettre en contact, et puis c'est parti. Et du coup, bah, je pars de ce meeting avec lui, j'en savais plus sur le business model, mais surtout, j'avais un potentiel nouveau job. Et c'est là où je fais, putain, incroyable, j'étais pas du tout venu pour ça, mais ça fait plaisir parce que le mec m'a demandé, en fait, il a été curieux au-delà de me donner des infos, il a été curieux sur mon parcours. Et quand je lui dis tout ce que je faisais, je fais ça chez Fitness First de Zone. Et en fait, le concept au sein de Fitness First de Zone était similaire à ce qu'il faisait chez F45. Et du coup, il a trouvé des skills qui étaient pertinentes pour lui. Et c'est là où d'un coup, il m'arrête et il me dit, et pourquoi tu ne travaillerais pas pour nous? Alors là, forcément, tu as mon attention. Donc, je pars de là-bas, il me set up mon interview avec les nouveaux les investisseurs de cette nouvelle franchise. Et puis là, encore une fois, à ma grande surprise, je ne sais plus comment je l'ai joué, mais il me semble que j'étais habitué au système. Ah oui, c'est ça. Quand j'ai eu mon interview chez Fitness First, je m'étais super bien sapé. Parce qu'en France, c'est ce qu'on te dit de faire. Mais les mecs m'ont vu arriver, ils m'ont dit mais t'as un date ce soir? Tu vois une meuf ou Je dis bah non. Ils me disent bah pourquoi t'es sapé comme ça? Je dis bah c'est l'interview. Ils me disent mais gros, ici t'es dans un gym. T'aurais pu venir en short t-shirt, c'était pareil. Et j'ai adoré. Je me suis dit mais oui. Parce qu'en France, on te fait toujours passer des interviews avec des cravates, des machins, et je déteste le formel. Moi, le milieu corporate, je déteste ça. Ça m'hérisse les poils. C'est pas du tout mon milieu. Et je me suis dit, mais c'est parfait. Je vais vivre ici, en fait. Et du coup, j'ai gardé cette chose en tête. Et quand je suis allé à cette nouvelle interview, déjà, cette nouvelle interview, elle n'était pas. Comment on dit? C'est pas interview, c'est entretien en français. Ouais. Entretien, ouais. Entretien, ouais. Oui. Je fais beaucoup de franglais. On m'en veut un petit peu de temps en temps, mais maintenant, c'est qui je suis devenu. Pas de souci. Et en fait, les mecs me donnent rendez-vous dans un bar, déjà. Et quand ils me donnent l'horaire, ils me le donnent un peu last minute, donc c'était pas prévu. Et je dis, bah moi, je sors du gym, donc je suis en débardeur short. Les mecs s'en branlent forcément. Et je me pointe en terrasse. Donc en fait, on boit un coup en terrasse. Et c'est ça l'entretien. Il y en a un qui arrive plutôt bien sapé. Donc je fais, oula merde, je me suis peut-être pas ajusté du coup au truc. Mais il a son associé qui arrive en Vespa, tongs, t-shirt short. Ah, je fais, là on discute, c'est cool. Et en fait, les mecs commencent à me pitcher, à me poser des questions et en fait passer comme un entretien. Et ils me proposent un salaire 2 fois supérieur à ce que je faisais chez Fitness First. En fait, clairement, ils doublent mon taux horaire. Et étant donné que j'étais limité sur mon temps de travail, j'avais que 20 minutes max, 20 heures par semaine de travail. Chez Fitness First, j'étais payé 21 $ de l'heure. Donc, je n'étais pas payé à la classe ni rien et je ne faisais pas du personal training, donc ce n'était pas payé extrêmement haut. Enfin, moi, déjà, en tant que Français qui avait dans sa tête, qui n'avait fait que du travail et de job d'été, à 8 € de l'heure, 8-9 €, tu te dis d'un coup, tu passes à 21 $, tu te dis, ouais, c'est méga bien payé. Bon, quand tu rabaissais ça au taux en euros, parce que c'était du dollar australien où tu devais diviser par 1,6, tu étais plutôt sur du 14 € de l'heure. Mais pour moi, c'était top. Tu vois, j'étais, en fait, ça vaut grave le coup. Et eux me proposent 42 $ de l'heure. Donc, tu passais à 28 €. Et là, je fais, ah ouais, en fait, c'est bon. Fitness First, salut. Et c'est là où, en fait, je commence à travailler pour F45. Ok. Et du coup, en termes d'entraînement, en termes de coaching, c'est comment? Ça se passe comment? C'est quoi que tu retiens de F45, le concept, c'était personal training dans un environnement de petits groupes. Donc, c'est pas du one-on-one, c'est en fait, tu personal train des gens, 20 personnes en même temps, quoi. Bon, t'es pas tout seul, forcément, parce que c'est un peu dur de qualifier ça de personal training, mais tu vois, au-delà de. Quand tu compares un cours collectif, où le coach, il est devant, sur scène, il fait la classe en même temps avec son micro, il donne de l'attention à personne réellement. Il va peut-être dire, toi là-bas, descends un peu plus sur ton squat ou je sais pas, mais il n'y a pas vraiment de coaching, si tu veux. Et eux, c'était la force de leur système, c'était de faire du coaching au sein de ces classes. Donc, ça veut dire que pendant qu'eux faisaient leurs ateliers, toi, tu passais au milieu de tout le monde et tu coachais absolument
tout le monde. Donc, tu donnais de l'attention à tout le monde sur tous les exercices. C'était extrêmement taxant, fatigant, mais c'était un business model forcément qui roulait de ouf, quoi. Donc, ils faisaient payer super cher parce qu'ils vendaient un peu ça comme du personal training en groupe, donc un peu moins cher que du vrai personal training qui était extrêmement cher en Australie. En Australie, tu te fais coacher comme ça en one-one, c'est minimum $100 de l'heure, jusqu'à 200. Donc, forcément, quand tu leur dis, là, vous allez payer, c'était combien? Ils payaient $50 par semaine. Donc, forcément, quand tu ramènes ça à la séance, c'est pas cher. Il dit, je viens 5 fois, c'est $10 la séance, c'est pas cher. Et je suis quand même coaché, même si pas, évidemment, je sais qu'on va me tomber dessus, mais non, c'est pas du vrai coaching, machin, tu m'as compris, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon truc. Et je me suis très vite désintéressé du coaching 101 parce que j'en ai fait aussi chez Fitness First. Mais ce coaching-là, chez F45, m'apportait beaucoup plus de fun, beaucoup plus d'échanges divers et variés que de juste être avec une seule personne pendant 1 heure. Et ça, je me suis vite rendu compte que c'était plutôt le chemin que j'allais prendre. Ce qui est énorme aussi au niveau du modèle, c'est qu'ils ont, je ne sais plus combien d'intitulés de workouts différents. C'est assez hallucinant, ça. Ouais. Ça a augmenté avec le temps parce qu'à l'époque, nous, on n'en avait que 2. Hein. Donc, il y en avait 3. Ah, ok. Ouais, parce que là, il y en avait 20. Enfin, là, à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est 25 ou 30, je sais plus. J'avais regardé sur. Ouais, j'ai pas suivi la folie, du coup. Ouais, mais je sais que et c'était cool hein, parce que ça donne envie. Est-ce que tu en as un, par exemple, le jeudi, on avait Wingman, où c'était Wingman, c'est ils avaient des logos pour tous, et c'était un peu universitaire américaine. Enfin, moi, c'était vraiment mon délire. Et il y avait Wingman, c'était 2 avions de chasse en fait. Donc, tu avais ton Wingman, c'était un peu Top Gun. Ça voulait simplement dire que tu allais t'entraîner en partenaire avec un pote. C'était cool. Mais nous, à l'époque, il y avait que 3 différences. C'était Athletica qui était du cardio pur et dur, c'était 2 fois par semaine. C'était 3 fois, pardon. C'était lundi, mercredi, vendredi, si je dis pas de conneries. Et il y avait Romans, donc les Romains en gros, qui était l'entraînement basé plus sur la force, qui était le mardi et le jeudi. Et le samedi, c'était ce qu'ils appelaient le Hollywood. C'était un workout pour le samedi matin uniquement et c'était la fête. Il y avait un DJ. C'était très fun. Et après, avec le temps, ils ont développé plein d'autres. Il y a eu Brooklyn le vendredi qui était boxing. En vrai, c'était fun. Ils ont fait un super truc qu'ils ont juste déglingué à la fin parce qu'ils étaient plus orientés sur l'aspect financier que sur l'aspect client. Malheureusement, ils ont perdu le focus parce que le mec qui avait fondé ça, c'était vraiment un personal trainer passionné. Et il s'était associé à un financier qui, lui, a tout niqué. Et donc, ça a été très dommage. Vous aviez commencé, il y avait déjà les ceintures à cette époque-là? Cardio-fréquence mètre et tout? Non. Il n'y avait rien du tout, ouais. Exact. Maintenant, ils mettent ça, ouais, ils traquent un peu plus. Exact. Ouais. Non, maintenant, c'est devenu beaucoup plus poussé, beaucoup plus sympa. Bon, après, il y a eu des investissements de ouf. Hein. Il y a eu, si je dis pas de conneries, David Beckham qui a mis des pions dedans. Il y a eu Mark Wahlberg. Donc, tout de suite, ça a amené du hype. Mais je ne sais pas s'ils n'ont pas retiré leurs pions eux maintenant parce qu'il y a eu pas mal de polémiques à une période. Et même le fameux financier CEO, il s'est barré aussi. Il a vendu ses parts il y a 2-3 ans. Une fois que ça a commencé à aller mal, il s'est vite sauvé. Parce que ce qui est dommage, et lui, c'était un gros con d'ailleurs, je ne l'aimais pas du tout. Parce que donc, le mec qui a fondé, qui entraînait Hugh Jackman, il s'appelle Luke Istomin. Et ce mec était, comme je te disais, passionné. C'était un fitness guy, c'était son truc. Et l'autre qui était financier, il l'a niqué en fait. Il a réussi à le faire virer de l'entreprise, je ne sais pas comment, et je ne vais pas raconter non plus n'importe quoi parce que j'en sais pas plus. Et du coup, quand tu voulais acheter une franchise, ce que j'ai voulu faire moi après, tu traitais avec ce financier qui savait même pas s'entraîner et tout. Enfin, c'était affreux. Et lui a fait beaucoup d'argent, mais c'était un gros con, quoi. Et pendant cette période-là, tu commences ta chaîne YouTube, enfin la création de contenu, quelque chose comme ça. Est-ce que tu démarres à ce moment-là ou comment ça alors, se passe? Oui et non, dans le sens où ce qui s'est passé déjà, ce que mon plus grand regret là-dessus, c'est de ne pas avoir pris une caméra dès New York et commencer à vlogger ma vie à New York. Ça aurait été un truc de ouf parce que c'était la période où il n'y avait personne sur les réseaux. Tu mettais un Français qui était dans le fitness à New York, je pense que ça aurait cartonné. Et je ne l'ai pas fait. Et à Sydney, on a commencé à me parler d'Instagram et des hashtags et des machins, je me souviens, et j'ai créé mon compte et j'ai commencé à poster 2-3 trucs. Et je me souviens qu'avec les hashtags, parce que je ne savais même pas ce que c'est, et je prenais 4 fois plus de likes et je me suis dit, putain, en fait, c'est trop bien ce truc, je vais commencer à m'y mettre. Et je postais une photo toutes les semaines. Et à l'époque, c'était que de la photo, c'était il n'y avait pas toutes les fonctionnalités forcément que tu as à l'heure d'aujourd'hui. Mais je l'ai pris, les réseaux sociaux, j'ai commencé très doucement et je ne savais pas ce que ça pouvait apporter.
Et c'était ça le souci. Et que du coup, j'ai fait mes 2 ans et demi à Sydney sans vraiment être actif là-dessus. Et ensuite, c'est à la fin, j'avais pensé déjà avec mon coloc de l'époque à acheter une caméra et faire du contenu, mais on l'a jamais fait en fait. Et c'est souvent le problème, c'est que c'est même pas le problème que de moi, mais de plein de gens qui se hype sur un nouveau truc, un projet qu'ils veulent faire, mais ils le font jamais en fait. Et c'est typiquement ce qui nous est arrivé, c'est que la caméra, on l'a jamais achetée. On n'a jamais créé de contenu et ouais, c'est un peu dommage. Et en fait, ce qui m'a fait, alors c'est assez ouf parce que après ces 2 ans et demi, j'ai eu une opportunité de travailler chez F45 à Londres en 2016. Je suis allé travailler à Londres et à Londres, j'ai fait la rencontre d'un mec qui s'appelle Iman Gadzhi. Je ne sais pas si tu connais, c'est un mec qui aujourd'hui sur YouTube a 2,5 millions d'abonnés, qui est multimillionnaire. Il a 23 ans. Donc c'est incroyable. Hein. Okay. Et je l'ai rencontré quand il avait 16 ans, du coup, à un meet-up Gymshark à Londres. Et il avait déjà sa petite caméra, il vloguait, tout ça, et il venait parler à tout le monde. Il était super ouvert, ce mec. En fait, c'est un génie. Hein. Tu sais, à 23 ans, aujourd'hui, il pèse presque 100 millions. Tu sais que c'est un génie. Et on est devenus potes. Et moi, je l'entraînais dans une salle et lui, il m'aidait, il me filait des conseils réseaux sociaux parce que lui, il avait déjà une chaîne YouTube avec genre 5-10 000 abonnés. C'était quoi son business, lui? Enfin, il fait quoi aujourd'hui? C'était du fitness, lui, à l'époque. Hein. Okay. Il faisait du vlog dans la vie de tous les jours et il était très artistique. Donc, il faisait beaucoup de gym edits, des trucs un peu cool et il se filmait aller à la salle de sport, tout ça. Et il prenait une petite traction intéressante, même si son contenu n'était pas foufou, mais il faisait ça bien, il était régulier. Et c'est lui qui m'a mis dedans. Tardivement, malheureusement, mais c'est grâce à lui que j'ai commencé à louer une caméra, à acheter une caméra. Et en fait, ce qui s'est passé, je me souviens, on s'est entraîné ensemble dans une salle de sport. Enfin, je l'ai entraîné dans cette salle un dimanche en plus, parce qu'on s'était recapté. On avait pris chacun nos Instagram respectifs quand j'étais à ce meet-up Gymshark. Et on se tient au courant sur le dimanche. Je lui dis, moi, en fait, je pense que là-bas, il y a plein de gens qui disent, ouais, on se voit, mais en fait, vous ne voyez jamais. C'est qu'ils ne tiennent pas vraiment leur parole, c'est plus du on dit. Dans le milieu anglo-saxon, c'est genre pour faire bien. Ouais, on keep in touch, machin, mais au final, on ne se reverra pas. Attends, par contre, j'ai mon Siri qui s'est allumé. Il faut que j'arrive à l'éteindre. Je ne sais pas ce qu'il me fait. Laisse-moi tranquille. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais je n'ai pas dit Siri, donc laisse-moi tranquille. Voilà. OK. Donc, moi, je lui envoie un message. Donc, il se dit, putain, le mec m'envoie un message quand même. Et au début, il comprend pas trop. Il me dit, je me souviens pas qui t'es. Et puis, tu fais, ouais, d'accord, ok, cool. Puis après, il fait, ah oui, merde, excuse-moi, machin. Mais ok, viens, on va s'entraîner au gym là-bas. Et on devient pote comme ça. Et je l'entraîne sur la séance. Il kiffe et il fait de la vidéo en même temps. Et il me dit, mec, putain, avec ton physique, t'as une bonne gueule. Tu pourrais être le prochain Steve Cook, quoi. Achète-toi une caméra et commence à faire du contenu. Et en plus, forcément, il me dit ce qu'il fallait pas me dire, que je pourrais être le prochain Steve Cook. Et moi, Steve Cook, qui était déjà un de mes idoles, je fais putain, c'est vrai que. Et il me chauffe, tu vois, et il me fait de la vidéo. Il m'avait fait un super edit, super cool. Et je me suis dit, putain, merde. Et c'est là où j'ai investi dans ma première caméra à l'époque, une Canon 80D. Et je me mets à faire des vlogs à Londres. C'est quelle année ça? 2016. Mais je fais mon contenu exclusivement en anglais, du coup, parce que pour moi, la France n'existe plus, en fait, parce que j'ai plus vraiment de contact avec la France, mis à part avec ma famille et mes amis. Et les réseaux sociaux, je ne suis absolument personne en France. Je suis dans ma bulle et je fais du contenu. Déjà, je m'aperçois à quel point c'est extrêmement compliqué les premières fois où tu te filmes, où tu tournes la caméra et tu fais OK, maintenant je dis quoi? J'avais aucune compétence de montage vidéo. J'avais téléchargé Final Cut Pro et je l'avais craqué, du moins, pour pas payer 300 balles. Et je faisais mes petits montages et j'expérimentais. Parce qu'au début, je faisais mes montages sur iPhone, sur iMovie. Et ça me plaisait, en fait. Et je m'étais dit, bah vas-y, cool. Même mon boss de l'époque à F45 me payait pour faire des vidéos de promotion de ses classes dans F45. Et je filmais avec un stabilisateur et un iPhone. Et il kiffait. Et il me payait 100 livres, donc 100 pounds par vidéo. Et moi, j'étais super content. J'étais putain, je vais faire un business comme ça. C'est parti, quoi. Et puis, donc, j'ai investi dans la caméra, j'ai commencé à faire mes petits vlogs. Ça prenait aucune traction, forcément, mais c'était cool. J'avais posté 10 vidéos, enfin, peut-être pas 10 vidéos, mais j'étais à genre 50 abonnés. Je commençais tout juste, c'est cool, j'ai de l'impact sur 50 personnes, ça fait plaisir. Et c'était pas des Français, forcément, il y en avait très peu. Il y avait peut-être 1 ou 2 Français qui avaient capté que j'étais français. Je me souviens pas très bien.
Mais après ça, c'est là où en fait je revire tout parce que une fois que j'ai terminé ce projet à Londres où j'en ai marre en fait parce que le climat est horrible et je commence à en avoir marre aussi d'avoir un patron, je projette de potentiellement rentrer en France ou d'explorer les autres opportunités. Donc c'est là où je pars à Dubaï dans un premier temps où il y avait des gars qui faisaient F45. Donc en fait j'avais un mini réseau là-bas. C'est vrai que c'était pas mal du coup de réseauter au sein des F45, ça pouvait t'ouvrir des portes. Et je vais par la plus grande des curiosités dans un hôtel 5 étoiles à côté du Burj Al Arab pour m'entraîner. Et je leur dis que je suis coach par curiosité. Hein. Et je dis, qu'est-ce que ce serait que de travailler ici, quoi. Et la meuf me regarde, elle me dit, toi, tu veux bosser ici? Je dis, bah pourquoi pas? Elle me dit, mais t'es engagé tout de suite. Ok. En fait, t'es blanc, tu présentes bien, t'es français, tu parles anglais. Pour eux, c'était grosse valeur. Tu étais en haut de l'échelle parce qu'en fait, tous les coachs étaient indiens ou pakistanais ou du coup d'Asie, mais pas asiatiques. Mais tu sais, comment tu pourrais qualifier? Tu sais, ils ont plutôt, ils se ressemblent plus, les Pakistanais, les Bangladesh, Inde, tu vois, plutôt le teint mat. Et ils aiment pas ça là-bas. Enfin, je devrais pas dire ils aiment pas ça. Ils ne les aiment pas, ils n'aiment pas cette ethnie, tu vois, parce qu'ils sont très racistes. Et du coup, ils sont en bas de l'échelle. Et eux, tout en haut, tu as les Émirats, mais en dessous, tu as les Caucasiens européens. Et c'est pour ça que, surtout à cette époque-là, c'était il y a 7 ans, tu vois, donc ça devait être pire que maintenant. Et forcément, ils m'offrent ce job direct. Disent, on te file voiture, appartement, ce que tu veux. Je fais, wow, putain la vache, calmez-vous. Et entre-temps, j'avais repris contact avec un pote à moi avec qui je faisais du foot américain en France avant de partir, qui lui avait ébauché l'idée de faire une marque de compléments alimentaires, donc de protéines véganes, qui se digéraient mieux, enfin en tout cas pour ceux qui ne digéraient pas bien la whey, avec un bon goût. Et il m'en parlait beaucoup, il voulait que je sois son ambassadeur à l'époque. Et en fait, ce mec, c'est devenu mon associé parce qu'on a créé Sync ensemble. Et donc, j'ai pris la décision en 2017 de rentrer en France au lieu d'aller à Dubaï. Je ne sais pas si c'était la meilleure décision à prendre. Je ne sais pas. Je sais la décision que j'ai prise en tout cas. Parce qu'en plus, entre-temps, F45, encore une fois, tu bénéficies du réseau. Il y a F45 Las Vegas qui m'appelle et qui me propose un job, tu vois. Donc, c'était OK. Ça a été qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que c'est pas mon ticket d'entrée pour repartir aux États-Unis? Mais c'était un peu, tu sentais que c'était pas assez bien ficelé, que j'allais me faire défoncer à mon avis si j'allais là-bas et que j'allais pas avoir le visa permanent. Enfin, je sentais un peu la douille. Tu as des ricains un peu requins. Et parce que, enfin, pour remonter un petit peu avant, ce que je voulais faire, c'était donc j'avais acheté cette fameuse franchise parce que je voulais ouvrir en Floride, forcément. Tu reviens au point de départ de je veux être celebrity trainer à Miami, donc j'avais acheté une franchise avec un pote et j'ai fait les allers-retours à Miami une fois que j'ai quitté Sydney. Et c'était extrêmement compliqué en fait, parce que quand tu n'as pas un associé américain, c'est une merde pas possible. J'avais 25 ans, je manquais cruellement d'expérience et je me suis vite retrouvé face à un mur. Et c'est là où j'ai eu l'opportunité de travailler chez F45 Londres. Ça a été un bon timing pour moi continuer à faire de l'argent et pas être dans la merde avec la franchise que je ne pouvais pas honorer en fait parce que j'avais pas trouvé de local. Pour louer un local, il fallait ce qu'on appelle un Social Security Number aux États-Unis, et j'en avais pas. Et pour contrecarrer ça, il fallait que tu aies au moins 200 000 $ sur le compte comme garantie. Mais j'avais pas ce genre d'argent. Enfin voilà quoi, c'est OK mec, 200 000 balles. Enfin tu m'as pris pour qui? Et donc, j'ai dû jeter l'éponge sur ce projet, me faire rembourser, perdre un peu d'argent forcément. Mais c'est là F45 autre part que les États-Unis, tu as pensé, non? Alors, moi, je ne voulais absolument pas. Eux voulaient F45 Head Office voulait absolument que j'ouvre F45 Paris. Forcément, en étant français. Il n'y en a toujours pas à l'heure d'aujourd'hui, donc personne n'a voulu le faire. Et j'ai dit, mais moi, j'étais catégorique. J'ai dit, non, moi, je veux aller en Floride. C'est mon truc. J'étais passionné par la Floride. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, quand j'y suis allé, j'ai pas aimé. Donc, comme quoi, il vaut mieux aller étudier le truc sur place avant de se faire des films en amont, parce que c'est pas forcément ce que tu aurais en tête. Et c'est là où, du coup, Las Vegas Jump In, les mecs me disent, ouais, bah du coup, si tu veux, nous, on s'associe à toi pour F45 Miami. Mais par contre, on prend 51% des parts, quoi. Je fais, non, clairement, t'es gentil, mais non. Et du coup, vu qu'ils apprennent que je jette l'éponge, ils me disent, ouais, mais du coup, on aimerait bien ouvrir un autre studio à Las Vegas, qu'on en a déjà un, et ils voulaient l'ouvrir dans une autre banlieue de Las Vegas, et on aimerait bien t'avoir avec nous en tant qu'actionnaire et lead trainer. Donc là, ils commencent à me chauffer. Forcément, les mecs,
Moi, je me rapproche petit à petit de Los Angeles. Je suis pas allé à Las Vegas, j'y suis toujours jamais allé. Mais il me chauffe. Il me faut un projet. Forcément, c'est des ricains. En plus, quand tu les as au téléphone, ils te font rêver. Ouais, d'ailleurs, t'as une meuf? Non. Bah ici, mec, tu vas voir un truc de ouf, quoi. Donc, forcément, ils essayent de t'alpaguer par tous les moyens possibles. C'était assez incroyable. Mais du coup, je finis par décliner l'offre, encore une fois. Donc, c'est vrai que c'est là où je me dis, j'ai eu un passage charnière et tournant dans ma vie. C'est 2017, où on m'a offert 3 plans de carrière différents. Et j'en ai choisi un. Et c'était le seul qui me ramenait en France, en fait, qui a fait qu'on a créé Sync. Encore une fois, je ne sais pas si c'était la meilleure décision, si c'était la meilleure solution, mais c'est celle que j'ai choisie. Et ça m'a fait revenir en France 3 ans, donc je m'y attendais pas. Ça, par contre, donc ça a été extrêmement, extrêmement dur à vivre pour moi, parce que du coup, je reviens vivre sur le canapé de chez ma mère, parce qu'entre-temps, ma mère s'était séparée de mon beau-père, donc la maison où j'avais ma chambre vendue. Donc elle avait loué un appartement, il n'y avait pas 3 chambres, il y en avait 2, donc il y en avait une pour elle et un pour mes 2 frères. Et moi, j'étais sur le canapé, quoi, du coup. Donc c'était OK, mec, t'es sûr de ce que tu es en train de faire? Tu reviens à monter un projet à partir de 0 où tu vas pas te payer tout de suite. Et encore, à l'époque, tu penses que ton projet il va péter tout de suite. Tu te dis, en un an, c'est bon, on se paye, je repars à l'étranger, tout baigne. Sauf que un an s'est transformé en 4. Et c'est là où tu te dis, putain, si j'avais su en amont ce que j'allais devoir faire et ce par quoi j'allais devoir passer, potentiellement, ce chemin de vie, je ne l'aurais pas choisi, tu vois. Et bon, après, c'est ce que c'est. Hein, ouais, ça, c'est le parcours de l'entrepreneur. Hein. Si on c'est savait, effectivement… Exactement. Si on savait en amont le chemin plein d'embûches qu'on allait passer, est-ce qu'on le ferait? Mais au final, vu que tu ne le sais pas, tu avances jour après jour, tête baissée, tu galères plus d'une Et journée. comment on en vient à créer justement une marque de complément? Alors, c'est quoi les steps pour réussir à lancer ça et commercialiser ça, quoi? Alors, je ne sais pas Vous s'il y a avez combien de temps? On a mis très longtemps, donc on a mis 1 an et demi de R&D déjà pour avoir un produit qui nous Ouais. satisfaisait. Sachant qu'aujourd'hui, tu as plein de marques qui lancent des produits, des protéines véganes, mais à l'heure d'aujourd'hui, ce qui diffère beaucoup par rapport à l'époque, c'est qu'aujourd'hui, les laboratoires ont faim et ils veulent vendre. Donc, ils pré-développent déjà des formules et toi, tu peux demain aller contacter un façonnier et lui dire, Ouais, bah moi, c'est tout, quoi. C'est ouais, ça? tu mets ton label dessus. Mmh. Et pour citer personne, il y a plein de marques qui font ça aujourd'hui, qui n'ont pas du tout travaillé leur aromatique, pas du tout travaillé la formule, qui disent juste, bah, donne-moi ça, c'est bon, je colle mon étiquette dessus et c'est réglé. Et nous, on ne voulait pas faire ça parce que ça ne nous plaisait pas, ce qu'il y avait déjà de base. Nous, on voulait un truc beaucoup plus travaillé. Donc, on les a emmerdés pendant 1 an et demi pour avoir ce qu'on voulait. C'est ce qui fait notre force aujourd'hui, tu vois. C'est que mine de rien, on n'a pas fait ça pour rien parce que c'est ce qui nous différencie. C'est que tous les gens, tu vois, hier, j'étais à Paris et j'étais à la salle de sport, la Montgolfière, où tout le monde achète, ils font des protéines smoothies, mais ils la font avec notre protéine. Et ils m'en font des éloges, ils m'en ont fait plein d'éloges. Et après, je vais dans une boutique chez qui on distribue à Paris qui s'appelle Borgo. Et à peine, j'étais dans la boutique, je suis resté 10 minutes. Hein. Il y a 2 clients qui sont passés, parce que c'était un jour férié, donc il n'y avait pas grand monde, mais il y a 2 personnes qui passent. Les 2, elles venaient acheter du Sync. C'est quand même hallucinant. Et moi, je me suis dit, putain, ça fait plaisir quand tu vois des gens qui achètent ton produit devant toi et qui te disent, elle est vraiment trop bonne, votre protéine, c'est génial, merci. Toi, tu sais, bah, merci à toi. Hein. C'est extraordinaire. Et du coup, bah, pas de regret par rapport à ça parce qu'on s'en est donné les moyens. Mais c'est vrai que le chemin a été beaucoup plus long et beaucoup plus dur que ce à quoi je m'imaginais. Et vu que je suis rentré en France, c'est là où aussi je commence à me poser des questions sur mon contenu parce que je faisais un contenu en anglais, mais j'étais en France. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Et je commençais petit à petit à réseauter avec les influenceurs qu'il y avait en France dans le fitness, parce que déjà, il nous fallait des ambassadeurs pour la marque. Mais en plus de ça, bah, moi, je voulais aussi monter petit à petit dans ce milieu-là. Bon, ça, je ne suis pas vraiment monté, mais je connais tout le monde. Je connais tous les mecs connus, du coup. Et dans le fitness, mon contenu, je pense que le marché n'était pas prêt à le recevoir à cette époque. Et que peut-être que mon personnage aussi n'était pas adapté à ça, parce que c'est vrai que la France conservatrice, quand je faisais mes vidéos sur YouTube en français, j'ai switché du jour au lendemain. Et pour un mec qui ne parlait que anglais tous les jours, le jour où j'ai commencé à me filmer en français, c'est con à dire, mais je ne savais plus parler. Et c'était incroyable. Et tu regardes ma toute première vidéo en français, ça s'appelle Le fitness pour les filles, je crois, un truc du genre. Je ne sais pas parler, en fait. C'est un truc de fou. Donc, à la fois, j'ai reçu un peu de traction nouvelle parce que les mecs se sont dit « Oh putain, en fait, il est français, ce mec !»
Et à la fois, je me suis pris toute un amas de rage de YouTube de « Ouais, Jean-Claude Van Damme, rentre chez toi, quoi ». Et donc, c'était waouh, ça a été très, très dur à prendre. Les critiques YouTube m'ont fait beaucoup de mal, surtout à cette époque où tu prends tout à cœur parce que déjà, tu fais ce contenu, bah, c'est gratuit. Tu donnes un petit peu ce que comme beaucoup de choses, hein, tu le fais justement pour donner aux autres et quand tu reçois effectivement, quand tu as des haters c'est sûr que c'est assez violent. Ouais, j'ai pris cher, j'ai mis très très longtemps à prendre mes premiers abonnés en France. Je recevais plus de critiques que d'éloges, donc je me suis dit putain la vache, est-ce que ça vaut le coup de faire ce que je suis en train de faire? J'ai persévéré quand même, j'ai continué. C'est vrai quand je regarde des vieilles vidéos, j'étais peut-être un poil arrogant, sans m'en rendre compte en fait. C'était juste mon personnage, c'était ce que j'aimais, ce que j'avançais, c'était ce que je croyais. Évidemment, des vidéos qui ont 5, 6, 7 ans. Elles ne sont pas forcément pertinentes à l'heure d'aujourd'hui. Et je serai la première personne à m'autocritiquer sur ces vidéos. Mais non, mais comme tout le monde, je veux dire, tu évolues aussi, c'est normal, il faut bien se lancer. C'est ça, et justement, qu'est-ce que tu dirais aux coachs qui nous écoutent? Parce que moi, je fais pas mal de formations justement où j'accompagne les coachs. C'est toujours une problématique parce que pour moi, aujourd'hui, il faut absolument devenir visible et créer un média et créer du contenu. Qu'est-ce que tu dirais justement à tous ces professionnels qui n'osent pas créer du contenu régulièrement? Est-ce que c'est encore déjà d'actualité? Comment tu vois les choses toi aujourd'hui? En vérité, je pense qu'aujourd'hui, tu es obligé de créer du contenu et parce qu'aujourd'hui, de mon opinion, tu ne vends pas un programme, tu vends une histoire parce que les gens vont vouloir se faire coacher par toi parce qu'ils ont connecté avec toi à un certain degré et ils sont attachés au personnage plus qu'au coaching, enfin plus qu'à ce que tu vends. Et ça, moi, je le vois beaucoup de par mon podcast, forcément, où dedans, tu racontes un peu ta life sur des épisodes de 45 minutes, 60 minutes. Et les gens qui sont prêts à t'écouter pendant tout ce temps, c'est des gens qui sont investis et qui ont créé cette connexion émotionnelle avec toi qui fait qu'en fait, ils ont l'impression d'être ton pote et ils te connaissent. Et il n'y a pas d'intimidation. Et du coup, ils se disent, en fait, je me ferais bien coacher par ce gars parce que j'ai l'impression que c'est mon pote, quoi. Et pour moi, ça fait toute la différence plutôt qu'essayer de se casser le cul à faire des Insta Reels ou des TikTok sur lesquels peut-être que tu vas prendre un peu de traction et un peu de vues. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est d'être viral, de faire beaucoup de vues ou d'avoir moins d'écoute, mais des gens qui sont beaucoup plus engagés? Parce que forcément, quand tu fais un podcast, tu auras moins d'écoute que sur des vidéos YouTube ou je ne sais pas. Mais ces gens-là sont prêts à t'écouter pendant 1 heure, contrairement à des gens sur Instagram. Tu vois, quand je regarde Instagram, j'ai 20 000 abonnés. J'ai un engagement, il est pété. Parce que c'est du format court et je trouve que ça n'apporte rien dans le sens où tu ne crées pas de connexion avec les gens avec ça. C'est juste, tiens, regarde, je te donne 3 tips en 30 secondes parce que sinon, si je n'avance pas mes faits assez rapidement, tu vas scroller. Tu ne vas pas me donner l'attention nécessaire. Alors que sur un podcast, à la fois, tu as l'opportunité de faire autre chose en même temps parce que si tu regardes la vidéo, c'est cool. Si tu ne veux pas la regarder, tu peux conduire en même temps. C'est très cool aussi et ça va t'apporter de la valeur et tu vas être beaucoup plus investi sur ce que tu vas faire pendant l'écoute de ce podcast-là parce que tu es parti pour 1 heure. Donc, tu es vraiment en plein dedans. Tu ne scrolles pas de podcast en podcast. Ce n'est pas un podcast, tu écoutes 2 minutes, tu passes à un autre. Ça n'a aucun sens. Personne ne fait ça. Mais aujourd'hui, on est dans une société de rapidité, de consommation. Et c'est pour ça que moi, TikTok, pour moi, c'est banni. Elle n'existe pas, cette application sur mon téléphone. Parce que même si on me dirait ah, mais recycle tes réels Instagram, elle est sur TikTok, je ne veux pas participer à l'épopée TikTok. Pour moi, quand je vois ce que TikTok fait dans mon entourage, c'est une catastrophe. Donc, je ne veux pas ça. Il n'y a plus de attention span, comme on appelle, donc de degré d'attention, parce que les gens se scrollent toutes les 2 secondes. Ça va trop vite, c'est un scroll infini, c'est une catastrophe. Et ça ne nous permet pas du coup d'être concentrés, même dans la vie de tous les jours. Ça nous enlève ça et c'est dommage. Tu vois, je suis intervenu il y a 2 semaines dans l'école de coach BPGEPS, donc de Didier Reiss Efficiencia. Et moi, j'étais vachement à l'affût de ça. Parce que lui, il me disait, fais attention quand tu vas intervenir. Donc, je les avais pendant 4 heures. 2 heures de théorie, 2 heures de pratique. Je savais que les 2 heures de théorie, elles allaient être dures. Il allait falloir maintenir leur attention. Et quand tu as des ados, enfin évidemment, tu as plein de reconversions pro, donc tu as de tous les âges, tu as de 18 à 35 ans, quoi. Mais tous les 18-20 ans, c'est les plus durs à captiver parce que eux, du coup, tu les vois rapidement baisser les yeux vers leur écran et commencer à scroller. Et je savais quelle approche
utiliser avec ces gens-là, forcément, je me suis mis debout, je me suis pas mis de loin, je me suis mis très près d'eux. Et dès que j'en voyais un, je les questionnais tout le temps, en fait. Donc, dès que j'en voyais un qui regardait son téléphone, je le questionnais. Du coup, le mec se levait les yeux, était perdu. Je dis, bah, mec, je dis, tu fais quoi? T'es sur TikTok? Et du coup, en fait, d'être bourrin comme ça, mine de rien, ça les a captivés et ça leur a plu. Beaucoup plus qu'un mec qui les aurait endormis sur de la théorie pendant 2 heures. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est comme ça. Si j'étais amené à être prof, je serais extrêmement bourrin parce que sans quoi, t'endors tes élèves. Et déjà, à notre époque, à nous, quand j'étais en cours et qu'il n'y avait même pas de téléphone ou d'Internet, bon, j'exagère un peu quand même, mais il n'y avait pas, bon, c'est vrai, il n'y avait pas les réseaux sociaux dans tous les cas et tu n'avais pas un iPhone, tu avais un 3310 Nokia et voilà. Et donc, tu pouvais juste jouer à Snake sur ton téléphone et rien d'autre. Mais du coup, c'était quand même compliqué de captiver les gens à cette époque-là. Donc maintenant, c'est une catastrophe. Donc c'est pour ça que, pour en revenir à la question de départ, le contenu, c'est extrêmement, il faut en faire, mais il faut trouver un moyen de connecter avec les gens. Donc le format long, pour moi, il est mieux, mais bon, le format court va t'aider à captiver des gens pour les amener sur du format long derrière. Parce que si tu fais juste du format long et que personne ne te connaît, bah, ça ne va pas être facile. Forcément, c'est pas. Moi, j'ai un podcast, il est ce qu'il est. Je ne te dis pas qu'il fait 10 millions d'écoutes par mois. Ce n'est pas le cas, mais il fait quand même pas mal d'écoutes et c'est cool. Mais ces gens-là, je me dis que si jamais tu n'as pas de présence sur les réseaux sociaux et que tu lances un podcast demain, bah, bonne chance, il ne va pas se passer grand-chose en fait. Parce que si tu proposes un contenu long et les gens ne savent pas qui tu es, alors comment tu fais pour que les mecs se disent « je vais m'investir sur un truc qui va durer une demi-heure ou 1 heure, mais je ne connais pas le mec ». Donc aujourd'hui… De toute façon, quand tu commences à créer du contenu, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. À la fois, il y a ça. Voilà, l'attraction, Ouais. ça prend du temps. Donc, le secret, c'est la régularité. En vrai, il n'y a pas de secret. Tu ne peux pas à la fois passer beaucoup de temps sur la création d'un réel, le poster, espérer qu'il fasse beaucoup de vues et qu'il t'amène du monde et ne plus en poster pendant 2-3 semaines. C'est ça le plus dur, surtout. En réalité, c'est pas quality over quantity, c'est bien quantity over quality là-dessus. Plus t'en mets, plus tu as de la visibilité et plus tu captes d'attention, enfin, tu as de chances de capter de l'attention. Même si ton contenu n'est pas le plus quali ni le plus plein de valeur ajoutée, le tout c'est de poster. C'est là où moi j'encourage beaucoup les gens surtout à faire de la story parce que la story elle est spontanée, elle est facile, il n'y a pas de travail à faire dessus et tu peux capter un peu d'attention là-dessus. Ça c'est là où je suis très fort, je fais beaucoup de stories tous les jours, mais le reste c'est vrai que je ne suis pas le prime exemple de postage de réel, quoi. Et du coup, cette création de contenu, c'est là où tu commences à développer ton business online, en parallèle justement de ta boîte de au tout compléments. début. Donc comment tu fais pour tout gérer? J'ai commencé fin 2017 où on était sur la boîte de compléments, mais forcément, moi, j'allais pas me supprimer ma passion qui était le coaching. Donc, je ne voulais pas complètement m'arrêter. Donc, à l'époque, je développais des programmes sur 12 semaines ou autre que je postais sur une plateforme d'hébergement de programmes et puis je vendais mes programmes. C'était aussi simple que ça. Il n'y avait pas de coaching à proprement parler parce que je n'avais pas vraiment le temps d'en faire. En tout cas, je ne prenais pas le temps de le faire. Parce que c'est vrai que la boîte, c'était extrêmement stressant déjà de travailler dans cette entité. On était multi-casquettes, on n'était que 2 à tout faire, à développer un truc de from scratch en fait. Donc, c'est là où tu te rends compte qu'il y a plein de métiers, que tu dois faire un petit peu de tout. Et donc, à côté, faire du YouTube à côté, faire du Instagram, ça n'a pas été facile. C'est sûr que je ne me suis jamais consacré aux réseaux sociaux à 100% parce qu'il y avait ça à gérer en priorité. Et même si j'étais un peu actif sur les réseaux sociaux, c'était une portion minime à côté du travail qu'il y avait sur l'entreprise de protéines. Ok. Bon, après, je suppose que tout ce que tu fais aussi sur les médias sociaux, ça connecte aussi avec ta marque de complément. Il y a des synergies qui se font, quoi. Beaucoup plus avant que maintenant. Okay. Il s'est passé plein de trucs. On devait vendre l'entreprise. Donc, en fait, moi, je m'en suis un petit peu détaché. Je suis beaucoup moins actif au sein de l'entreprise que je ne l'étais auparavant. Je me suis un petit peu retiré parce que ça me saoule, en fait, et qu'à un bout d'un moment, tu as envie de faire autre chose. Et quand ça fait 6 ans que tu travailles sur la même chose, il y a des gens qui s'en sortent très bien, mais moi, je me lasse. Petit à petit, la marque, on l'a fait évoluer parce qu'au début, c'était passionnel. Là, moi, je suis très fort sur l'aspect créatif au départ. Quand il y a le commencement de l'entreprise, quand tu dois développer un truc qui n'existe pas, c'est là où je suis passer de 0 à 1, quoi. Voilà, exactement. Mais par contre, passer de 1 à 10, c'est pas la même chose. Derrière, le développement du chiffre d'affaires,
c'est pas un truc qui me botte. Il n'y a plus vraiment cet aspect créatif autant, d'autant que la marque a beaucoup évolué, la cible a évolué aussi, et de moins en moins, moi, je m'y retrouve. Et c'est là où je me suis dit, je vais step back un petit peu parce que ça me fait plus kiffer. Ça ne m'épanouit plus, c'est plus un truc qui vraiment me fait me lever le matin. Ce qui me fait lever le matin aujourd'hui, c'est tout le système de coaching que j'ai créé à côté, parce que c'est toujours ma passion et que ça me fait kiffer, parce que j'ai fait évoluer ça aussi avec le temps et que je suis tout seul dedans. Donc, personne ne peut me dire non, on ne fait pas comme ça. Et ça change, pour moi, ça change tout. C'est que je veux que ce soit comme ça, c'est tout. C'est ma philosophie à 4000%. Ça évolue en fonction de la personne que je suis. Alors que la marque, elle a évolué en fonction du marché, en fonction de sa niche, en fonction des gens qui travaillent à l'intérieur, en fonction de mon associé. Et du coup, moi, je m'y retrouve moins, et c'est là où j'ai commencé à me retirer petit à petit, parce que quand tu t'épanouis plus dans un truc, c'est là où tu commences à rentrer dans une espèce de routine. En fait, si tu veux, quand tu quand tu fais monter une boîte comme ça, après, elle grandit, donc tu as des employés, tu as une équipe qui grandit, tu commences à avoir une structure avec des bureaux. Et en fait, je retombais dans le stigma que je ne veux plus accéder du tout, à savoir le 9 to 5. Donc, quand je suis rentré en France l'année dernière, parce que je me suis dit, je vais rentrer 3 ans pour qu'on vende la boîte. Mais en fait, au bout de 3 mois, je pétais déjà une pile, parce que c'était pas du tout ce que je voulais. Alors que quand j'étais à l'étranger, je bossais comme je l'entendais. Mais vu qu'on avait une équipe qui se développait, j'étais plus présent. Donc, c'était très compliqué pour nous de communiquer. Forcément, même si il y a le remote qui a été bien instauré depuis le Covid, surtout, le fait si tout le monde était en remote, ça peut se faire. Mais quand tu as tout le monde dans une même pièce et que tu as un mec qui n'est pas dedans, il a un retard sur l'information. Et du coup, ça commençait à poser des problèmes. Donc, je me suis dit, je vais rentrer en France. Mais au final, quand je suis rentré dans ce truc où tous les jours, j'allais au bureau, je faisais un 9 to 5, j'ai cru que j'allais me tirer une balle, en fait, parce que c'était pas du tout ce que je voulais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Toute ta liberté que tu t'es créée, parce que moi, le plus important pour moi, c'est la liberté géographique. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout pour moi, ça. Donc là, je repars à l'étranger au mois de novembre. On est aujourd'hui le 19 mai. Mais ouais, j'en peux plus. En fait. Déjà, c'est clairement pas. Et c'est pour ça que la marque a évolué comme ça. Mais je me dis que c'est pas ce que je veux reproduire à l'heure actuelle. C'est que sur mon système de coaching actuel, ce que je fais là, ça me permet toujours de bosser de l'étranger. Ça me permet de faire ce que je veux. J'ai pas de limite. Je veux pas retomber dans un 9 to 5. Tu vois, mon associé, c'est pas du tout le même profil que moi. Pour lui, bosser derrière un bureau et de faire ça tous les jours de manière structurée, ça ne lui pose aucun problème. Il est complètement adapté à ça, ça lui va. Moi, ça ne me va pas. Et du coup, vu que c'est pas un bon fit pour moi, il y a un moment où tu sors un petit peu, quoi. Alors, je vois que le temps tourne, et il y a plein de choses encore que j'aimerais te poser, mais c'est quoi ta vision aujourd'hui du coaching online? Le coaching online, ma vision, c'est-à-dire? Dans quelle direction tu crois que ça va aller? Quelle est ta vision, voilà, de manière générale du coaching ou autre, par rapport à je toi, ce pense que tu as créé, le futur de tout ma ça? vision du coaching, en vrai, elle est toujours d'actualité, dans le sens où aujourd'hui, on commence à flipper parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui commence à arriver, qui prend un peu les jobs de tout le monde. Mais je pense qu'il ne faut même pas s'en préoccuper, parce que tu remplaceras jamais réellement un humain, et que les gens ont besoin de cette connexion émotionnelle avant cette connexion de programmes sportifs, etc. Et qu'il faut un humain pour booster un humain. Donc, là-dessus, il ne faut pas se poser 10 000 questions. Moi, mon approche, elle est de créer une communauté avant toute chose, pas de coacher une personne par une personne, parce que pour moi, du coup, cette personne, elle n'a que toi comme point de repère, et moi, je veux que cette personne, elle ait une communauté complète comme point de repère, que ça lui permette d'avancer dans la vie et d'explorer d'autres domaines que le fitness à proprement parler, mais de s'élargir, d'aller dans le développement mental, du coup, de confiance en soi, d'aller sur la prestance, d'aller sur plein d'autres domaines qui va leur permettre de rendre leur vie au global mieux. Pas juste, je vais t'apprendre à perdre 5-6 kilos et super, trop bien, tu pourras être un peu mieux gaulé pour cet été, mais c'est d'avoir l'englobe, l'aspect général. Parce que la méthode, elle est ce qu'elle est, mais réellement, qu'est-ce qu'un mec veut? C'est avoir des abdos, tu vois. Donc déjà, pour moi, c'est ça. Enfin, moi, je parle pour ça parce que je coach majoritairement des hommes. Mais pour moi, il y a l'aspect communautaire, il entre en jeu, il est plus important que tout, parce que ça remplit une des cases de la pyramide de Maslow, à savoir le besoin d'appartenance.
Et c'est comme ça que le CrossFit a explosé. C'est pas la méthode, c'est l'aspect communautaire qui a fait que. Donc c'est ça que j'essaye de répliquer, moi, et ma vision, elle est comme ça, c'est de créer une communauté online la plus proche possible, forcément parce qu'elle est en ligne, donc elle n'est pas en face-to-face, malgré que j'essaye de faire des meet-up. Donc moi, je vais en faire un au mois de septembre avec mes membres, ce que je trouve génial. Mais pour moi, ma vision, c'est ça surtout. Ouais. C'est d'apporter ce cercle social que tu ne pourrais pas forcément avoir autour de chez toi, mais auquel tu peux avoir accès en ligne, peu importe ta localisation géographique. Et au niveau de la création de tes offres et de ton cursus, comment tu vois justement la création de valeur dans les prochaines années? Est-ce que tu vas rester sur la même philosophie ou au contraire, effectivement, t'élargir, avoir d'autres champs de compétences à apporter à ta communauté? Comment tu vois les j'espère choses par avoir rapport à ça? d'autres champs de compétences et c'est pour ça que je continue perpétuellement de me former. Et ça, je trouve que tout le monde devrait le faire parce que le jour où on arrête d'apprendre, c'est un peu une petite mort. Donc, je continue là-dessus et je m'élargis. Bien sûr, j'élargis mes horizons tout le temps parce que avec le temps aussi, je me lasse encore une fois de plein de choses. Donc, j'essaye sans arrêt d'être au top du truc et de me dire, ah putain, en fait, on pourrait incorporer un peu de ça, un peu de ci, un peu de ça. Tu vois, il y a 3 ans, la vraie mobilité, je savais pas ce que c'était, par exemple. Mais avec le temps, tu dis, en fait, je vais incorporer de la mobilité parce que ça apporte ça, ça, ça et ça. Et après, tu peux apporter des cours de leadership, par exemple, pour aider les gens à aussi être meilleurs dans leur vie professionnelle. Donc, petit à petit, il y a de l'évolution constante, ça c'est sûr. Et je pense que je ne sais même pas ce que je proposerai d'ici 5 ans. C'est que j'avance au jour le jour. Là, j'essaie d'avoir le truc le plus complet possible, le plus surtout inclusif possible. Pas d'envoyer des PDF ou quoi, mais plutôt de développer une application mobile native avec mes couleurs. Comme ça, les gens ont vraiment ce sentiment d'appartenance à fond, avec des vêtements, tu vois, d'entraînement, du merch que je fais aussi. C'est ce sentiment d'appartenance, je pense qu'il donne une force, mais surtout sur la régularité des gens qui va au-delà de n'importe quel type de coaching. Parce que si tu sens pas un sentiment d'appartenance à un groupe, ça veut dire que tu ne comptes que sur toi-même. Donc, il y a un moment où tu vas lâcher prise, alors que là, tu peux pas lâcher prise parce que tu as tous les autres qui sont là pour toi et peu importe ton profil, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment, tout le monde va bien, tout le monde ne va pas bien. On n'est pas des robots, on va pas bien tous les jours. Tout le monde a besoin d'un coup de boost de temps en temps et ça permet d'avoir ce groupe comme les alcooliques anonymes, si tu veux, mais c'est un peu les hybrides anonymes, quoi. Ok, top. Merci en tout cas c'était hyper inspirant. Merci Quentin de ce partage. Est-ce que tu aurais une ressource, un livre que tu recommandes ou un podcast ou des choses que toi écoutes personnellement ou tu lis? J'écoute beaucoup de. Alors moi, il faut savoir que je ne lis pas ni j'écoute de podcast en français. Enfin, en français, j'en écoute quand même de certains potes, comme Eric Flagg, qui est un super pote à moi, j'écoute son podcast. Mais sinon, en français, j'en écoute très, très, très peu. Moi, je suis beaucoup sur le contenu anglo-saxon parce que c'est ce qui me plaît et je sais très bien que la France, c'est pas mon avenir. Je ne vivrai pas en France et c'est pas ce qui me fait kiffer. Le marché français, en tout cas, j'aime apporter, si tu veux, une expertise sur le marché français parce que je pense qu'il y en a grandement besoin. Comme des mecs comme Kevin Ferreira, donc cas suisse, qui lui était aussi dans le milieu anglo-saxon à fond et a quand même s'adresse quand même à une communauté francophone parce qu'il y a beaucoup à apporter et que le marché est moins saturé, mine de rien, de cette nouveauté que le marché anglo-saxon qui en avance. Des bouquins, j'en ai plein. Je lis un livre par mois. En ce moment, je suis en train de lire Le Millionnaire Fastlane, qui donne une différente approche du coup de l'entrepreneuriat et pourquoi est-ce qu'il vaut mieux être entrepreneur en vrai qu'autre chose. Évidemment, l'entrepreneuriat n'est pas pour tout le monde. Ça peut plaire, ça peut ne pas plaire et c'est peut-être pas pertinent pour tout le monde. Mais c'est un bouquin que je recommanderais en tout cas à tous les coachs qui veulent vivre de leur activité tout seuls et ne pas dépendre de quelqu'un, d'avoir du moins un patron. Ça fait toute la différence parce que au final, quand tu travailles plus et que pour gagner plus, ce qui te permet de gagner plus, c'est de travailler plus. Je pense que là, c'est là où il faut aller. Plutôt que de se dire, j'ai un salaire fixe, peu importe ce que je donne comme effort, je gagne ça tous les mois. Ça apporte à des frustrations et on va finir par se plaindre. Ouais, mais je suis payé que ça, machin, avec tout ce que je fais. Et si tu rentres dans ce système de plainte, tu rentres dans le système de la victimisation et c'est pas ça que tu veux aller. La victimisation amène vers la médiocrité. Donc, autant se dire, je prends la responsabilité. Si je fais plus d'argent, si je fais moins d'argent, c'est de ma faute à 100%. Donc, il faut que je me sorte les doigts. Donc, ce genre de livre extrêmement pertinent.
Et après, c'est vrai que j'ai lu des livres, pas que sur ça d'ailleurs, des livres sur les relations amoureuses aussi qui sont extrêmement pertinentes de mon opinion, parce que du coup, c'est pareil. Encore une fois, tu vois, quand tu arrives dans ce milieu de remise en forme, de prise de confiance en toi parce que tu développes ton physique, tu développes ta résilience aussi parce que tu t'entraînes et le fait de s'entraîner, ça t'apporte pas des résultats immédiats physiques. Tu es déjà dans la gratification long terme, donc quelque part, tu deviens aussi plus résilient, donc plus sûr de toi et ça va aider tes relations amoureuses derrière. Donc forcément, tout est lié. Donc j'essaie d'avoir un panel de lecture hyper grand. Et après, les podcasts, c'est un peu le même délire. C'est que je vais écouter des podcasts qui vont être différents selon les sujets. Mais moi, je sais que quand j'ai besoin d'un reboost, j'écoute les podcasts de Bedros Keuilian. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, ce mec m'impacte à chaque fois, il me met des gifles. gifles. Ouais, et il a 48 ans, il a beaucoup d'expérience, il est multimillionnaire. Et ces podcasts, ça m'arrive de les écouter plusieurs fois. Parce que les piqûres de rappel, ça fait jamais de mal et on en a tous besoin au jour le jour, malgré la discipline qu'on se soit imposée. Il y a toujours besoin quand même de se rappeler pourquoi on le fait. Et je trouve que ces podcasts à lui sont extrêmement, extrêmement pertinents et agressifs. En plus de ça, brutaux. Il prend pas de pincettes et ça, j'aime. Il va te dire que t'es une merde. T'es une merde, tu vois. C'est relève-toi. Prouve que t'es pas une merde. Prouve-toi à toi-même que t'es pas une merde et tu auras des chances d'aller plus loin que la majeure partie des gens dans la vie. Eh ben, c'est une bonne fin de podcast. Merci, merci beaucoup. Merci pour ton partage. Merci à tout le monde qui ont écouté jusqu'au bout. Donc, pensez un petit 5 étoiles, un petit commentaire. Ça permet justement au podcast, l'algorithme de faire monter le podcast. Merci en tout cas. J'espère pouvoir te rencontrer un jour. Tu sais où tu vas du coup en novembre? Je vais sûrement retourner en Espagne. Il y a des chances, ouais. Parce que j'ai beaucoup aimé habiter là-bas et le climat, moi, dès qu'il y a du soleil toute l'année, je suis très content. Excellent. Ok. Merci en tout cas. Merci Quentin. Et puis au plaisir. Allez, salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.